Il revient donc aux experts que vous êtes d'examiner et d'évaluer comment les sciences médico-légales peuvent tant soit peu constituer un levier pour juguler l'impact négatif de l'impunité face à plusieurs décennies de conflits armés, d'affrontements intercommunautaires et de violences multiformes sur le développement et la croissance économique, afin de proposer des pistes pour le développement durable de notre pays. Telle est, mesdames et messieurs, la réelle problématique à laquelle vous êtes appelés à donner corps. Au menu de cette première journée d'assises, il y aura en premier lieu une cérémonie d'ouverture au cours de laquelle nous suivrons tour à tour les allocutions de la représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU en RDC et chef de la MONUSCO, du recteur de l'Université de Kinshasa, du représentant du Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme et directeur du Bureau conjoint des Nations Unies pour les droits de l'homme. Juste après, il y aura la conférence inaugurale de M. le recteur de l'Université de Kinshasa, suivie du début des travaux proprement dit. Sans plus tarder, mesdames et messieurs, entrons dans le vif de notre activité et pour ce faire, nous invitons la représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU en RDC, chef de la MONUSCO, à bien vouloir nous présenter son mot de circonstance. Madame, s'il vous plaît. Permanent de la RDC auprès de l'Office des Nations Unies et des autres organisations internationales à Genève. Monsieur le recteur de l'Université de Kinshasa, chers collègues du système des Nations Unies, Mesdames et Messieurs, en vos rangs et qualités, tout protocole observé, distingués invités. Madame Bintou Keita, représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies, m'a chargée de vous présenter ses excuses. Elle a bien voulu assister en personne à ces assises, mais une impérative de dernière minute l'a retenue. Je m'en fais vous lire son allocution. C'est avec une immense joie et un grand honneur que je prends la parole à cette cérémonie solennelle d'ouverture des assises du premier colloque international sur la médecine légale en République démocratique du Congo. À l'entame de mon propos, je voulais saluer l'excellence de la qualité de la coopération entre le gouvernement de la République démocratique du Congo et le système des Nations Unies, tant sur le plan de la promotion et de la protection des droits de l'homme que sur le plan des questions des réformes institutionnelles et de développement. J'en veux pour preuve la dynamique en place autour de cette merveilleuse et pertinente initiative de l'Université de Kinshasa, de nous mettre tous ensemble pour réfléchir à la question de la médecine légale en RDC et de fédérer nos efforts pour encourager sa contribution efficace à la lutte contre l'impunité et le soutien au processus de justice transitionnelle en cours dans le pays. Mesdames et Messieurs, dans ce monde contemporain, le rôle croissant des sciences et de la technologie n'est plus à démontrer. Leur accompagnement et apport pour éclairer le mystère de l'inconnu des faits judiciaires est crucial. En effet, la médecine légale, c'est une importance significative dans la manifestation de la vérité au cours d'un procès. Je ne parle pas seulement de la médecine de vivant et des questions annexées courantes, mais je veux jeter mon regard plus loin dans le grand mystère des faits à qualification criminelle. À ce sujet, l'expérience a montré à travers le monde que la médecine légale a été et reste d'une grande aide pour le dénouement des affaires les plus emblématiques, liées aux crimes internationaux et aux graves violations des droits de l'homme. Plus loin encore, dans le processus de justice transitionnelle, la médecine légale n'apporte pas seulement la lumière aux faits passés pour aider à les connaître et à les comprendre, mais soutient aussi l'évaluation des préjudices subis afin de guider une juste et équitable réparation des victimes par la justice. Malheureusement, cette spécialité qui nous vantons tant n'est pas encore enseignée dans nos universités en RDC, impactant ainsi négativement le nombre de spécialistes qualifiés exerçant régulièrement et légalement cette fonction. Chères participantes et chers participants, c'est là la tâche à laquelle nous sommes appelés pour ces 3 jours de réflexion. Parvenir non seulement à faire une analyse exhaustive de la situation de la médecine légale en RDC, mais aussi proposer des actions concrètes et efficaces pour avoir une stratégie nationale qui orientera le développement et le renforcement de cette spécialité. Et à terme, arriver à former ici même en RDC nos futurs médecins légistes.
Je profite de cette opportunité pour saluer la présence de nos éminents intervenants ayant fait le déplacement jusqu'à Kinshasa, ainsi que ceux qui prendront la parole à distance. Monsieur le recteur, le système des Nations Unies est et restera reconnaissant à votre institution pour l'avoir associé à cette louable initiative. Soyez rassurés que le soutien de cette grande famille que je représente ne manquera pas d'accompagner les efforts du gouvernement à garantir et à procurer à ses propres populations les services d'une justice équitable, en parfaite harmonie avec les standards internationaux et les droits de la défense. Comme vous le savez si bien, les efforts de la MONUSCO et des autres agences du système des Nations Unies, comme l'OMS et l'UNFPA, aux côtés de la justice militaire et civile, à travers la mise à disposition de nos médecins légistes intervenant sur l'ensemble du territoire pour fournir régulièrement l'expertise médico-légale ou l'expertise psychologique, est une contribution éloquente à l'édification d'un État de droit et démocratique. Le système des Nations Unies, dans son ensemble, continuera à accompagner le gouvernement de la RDC. Je vous remercie. Nous invitons le professeur Ngoï Théodore, merci beaucoup, qui va nous parler de la compréhension et utilisation de la médecine légale clinique, avis du juge. Vous avez 10 minutes, oui, professeur. Merci pour la parole. Je m'appelle Théodore Ngoï Ilunga-Wansinga. Je suis docteur en droit, précisément en droit pénal. Et je suis également LLM by Research, docteur en droit pénal de l'UNIKIN, LLM by Research de Oxford Brookes University. Je suis professeur de droit et chef du département de droit public à l'Université pédagogique nationale. Et je suis également le doyen de l'Institut facultaire de droit et des sciences médico-légales. J'ai été informé que ma contribution aux réflexions qui nous occupent au cours de ce colloque est relative au thème 3 qui traite de l'état des lieux de la médecine légale clinique ou médecine légale du vivant, dans l'objectif de présenter des normes de la médecine légale clinique et de présenter la médecine légale clinique en RDC et de comprendre les pratiques. L'avis du juge, le sous-thème, comme on vient de l'annoncer, sous-thème 4, compréhension, utilisation de la médecine légale clinique, avis du juge. Donc, je vais aborder 3 points. D'abord, la compréhension de la médecine légale clinique. Nous savons tous qu'il s'agit d'une médecine de la violence qui prend en charge la victime vivante et les auteurs de violences qui ont causé des dommages aux victimes. C'est une médecine du vivant qui est différente de la médecine classique, thanatologique, qui concerne la victime morte, le cadavre. On peut dire aussi que c'est une médecine associée, tout comme la médecine légale thanatologique, au droit, précisément au droit judiciaire pénal, et en particulier à la question de la preuve médico-légale, c'est-à-dire la preuve du corps, ou la preuve dans le corps, ou même la preuve dans les entrailles de la victime. À la base, il faut prouver que des crimes liés au corps ont été commis et qu'ils ont causé des dommages à la victime et qui demandent réparation. In fine, ce qu'il faut, c'est éviter l'erreur judiciaire, qui peut aussi être l'effet du médecin légiste. On rapporte le cas d'un certain Frank Kerrigan aux États-Unis, qui a été enterré et sa famille a dépensé plus de 20 000 $, parce qu'un certificat médical a été établi. Le médecin légiste a dû s'être fondé sur des éléments de preuve, comme tels que les empreintes digitales. 11 jours après l'enterrement, le cadavre appelle son père pour le saluer,
à partir d'un téléphone de quelqu'un qui avait assisté à l'enterrement. En fait, en réalité, les médecins n'avaient pas d'empreinte. Il a confondu tout simplement ce corps avec un autre. On aurait dû faire attention à plusieurs autres éléments. Et la joie de retrouver son fils vivant passé, le père a décidé de poursuivre le cabinet des médecins légistes et les autorités ont dû présenter des excuses. Donc, la médecine légale, elle est conjoncturelle, elle n'est pas certaine, elle n'est pas la preuve. Comment on l'utilise, enfin la médecine légale clinique, comment on l'utilise chez nous en droit congolais, tout comme en France ou même au Maroc, la plupart des actes effectués par les médecins légistes concernent la médecine légale clinique, c'est-à-dire la médecine du vivant. On examine les victimes, on détermine par exemple l'incapacité de travail, partielle ou totale en droit du travail. On constate des lésions, des traumatismes. On peut aussi faire des examens sur les personnes détenues et évidemment aussi sur les auteurs des crimes. Alors, en droit congolais, comme on l'a dit ici, en ce qui concerne les violences sexuelles, les dispositions de l'article 14 bis de la loi numéro 6/019 du 20 juillet 2006, qui modifie les codes de procédure pénale établis par le décret 18 août 1959, constitue en quelque sorte, si vous voulez, la base légale de la médecine légale clinique, parce qu'il s'agit de prouver qu'il y a eu violence sexuelle, qu'il y a eu viol, qu'il y a eu harcèlement sexuel, et on recourt à l'article 14 bis, dit exactement ceci: le ministère public ou les juges requiert d'office un médecin. Comme on l'a relevé, on ne dit pas un médecin, un légiste, on dit un médecin ou un psychologue, afin d'apprécier l'état de la victime des violences sexuelles. Mais il faut dire aussi que le code de procédure pénale lui-même, à l'article 5, lorsqu'il y a infraction flagrante, l'officier de police judiciaire peut requérir l'expert médecin, parce qu'en ce moment-là, le médecin est un expert, en cas d'infraction flagrante. Mais en tout état de la procédure, l'OMP a le pouvoir de requérir l'expert médical. Et l'article 48 et l'article 49 précisent que toute personne, c'est-à-dire tout médecin, ici en l'occurrence, qui en est légalement requis, doit prêter son ministère comme expert au médecin, et avant de procéder aux actes de son ministère, il doit prêter serment. Il faut aussi dire que la médecine clinique, comme je l'ai dit tout à l'heure, la médecine légale clinique est pratiquée est prévue, sans nécessairement dire que c'est les médecins légistes, dans le code du travail. Le contrat du travail doit préciser que la personne est apte à exercer la fonction pour laquelle on l'engage, et c'est un avis du médecin qui doit primer et qui doit apparaître dans le contrat du travail. Le médecin du travail, il doit attester qu'il y a eu un accident du travail et il doit dire quelle est l'ampleur de cet accident et quelles sont les réparations requises. Alors, que fait les juges de tels résultats de l'expertise médicale? Les juges répressifs, comme vous le savez, apprécient librement les preuves en vertu de son intime conviction. Donc la preuve ou les preuves médico-légales ne constituent pas la preuve. On peut regrouper les preuves en matière pénale en droit congolais en trois catégories: preuves matérielles, preuves verbales et preuves écrites. Et donc la preuve médico-légale vient confirmer, vient éclairer, vient asseoir l'une de ces preuves matérielles, en l'occurrence les stigmates du corps, en faisant parler le corps, en faisant voir quelles sont les
les blessures qui ont été causées. Et il a été jugé que l'expertise médico-légale doit être certaine, doit être sincère, doit être juste, mais doit aussi être contre-vérifiée. Les juges n'est pas tenu de dire que les faits sont établis simplement sur base de l'expertise médicale. C'est pourquoi celle-ci peut être contredite. Et il arrive souvent dans les débats qu'il y ait contradiction entre les légistes. Nous avons eu un cas d'un décès à la SNEL. Les légistes ont dit que c'était par strangulation, donc la mort n'était pas naturelle. Enfin, je crois qu'un autre a dit que la mort était naturelle. D'ailleurs, c'était un débat qui a opposé les professeurs Tchomba, je crois, à un autre médecin qui disait être légiste. Alors, nous avons appris ici qu'en réalité, il y a un seul légiste, mais nous avons également appris qu'il y a un deuxième légiste qui a la qualification, mais nous avons aussi appris qu'il y a une troisième légiste qui est ici. Mais en réalité, lorsque vous lisez toutes les règles en matière civile comme en matière pénale, il n'y a pas, si vous voulez, un droit de l'expertise médico-légale établi en droit congolais. Il n'y a pas un droit organisé. Il y a des éléments épars qui concernent l'expertise qui est très importante. Vous savez, quand j'ai vu les images de notre député national, notre défunt député national, ancien ministre, quand j'ai vu les gens, je me suis demandé, mais qui étaient les gens qui touchaient à la scène du crime, parce que c'était la scène du crime. J'ai vu tout le monde toucher à cette scène du crime. Je me suis dit, est-ce que la police scientifique est passée déjà? Peut-être on n'a pas vu les images. Est-ce que les spécialistes de la balistique sont passés? Est-ce que le médecin légiste est passé pour nous dire à quelle heure la personne est morte? Quelles sont les blessures qui ont été causées? J'ai noté que Chérubin Okenge avait du sang, beaucoup de sang sur sa chemise, mais il n'y avait pas de sang sur le fauteuil, dans le véhicule. Alors je me suis dit, est-ce qu'il a été tué en dehors et a été amené là? Et pourquoi est-ce qu'on nous embrouille? Il y a tout le monde qui vient toucher là-bas. Et j'ai donc écrit un mot d'ailleurs au ministre de l'Information. J'ai dit, monsieur le ministre, puisque vous annoncez une enquête indépendante internationale, je voudrais vous dire qu'ici au Congo, il y a des spécialistes des droits pénals et des droits judiciaires, il y a des spécialistes de médecine légale, veuillez les appeler pour qu'ils vérifient les blessures causées, elles ont été causées par qui, par quoi, la balle qui a été tirée éventuellement ou les balles ont été tirées à partir de quelle arme, c'est à quelle heure que la mort est intervenue. Faites venir tous ces spécialistes, ils existent. Et comme pour me donner raison, il y a ces colloques au cours duquel nous parlons de la médecine légale. Je voudrais tirer une conclusion sur la médecine légale clinique pour dire qu'elle existe de manière éparse dans différents textes. Il n'y a pas une organisation en termes de structure, de formation. L'Institut facultaire de droit et des sciences médico-légales est une institution privée qui existe à l'initiative du professeur Tchomba, le général retraité actuellement, mais médecin légiste formé. Il nous faut instituer une formation spécialisée des légistes aussi bien de la médecine légale du cadavre, mais aussi de la médecine légale du vivant. Des spécialistes capables, qui sont formés pendant un certain temps, 1 an, 2 ans, 3 ans, et qui sont capables de formuler des expertises sur les dommages qui sont causés aux personnes victimes dans divers domaines de la vie, de sorte que le juge peut, à bon escient, dire qu'il y a eu un dommage qui a été causé et qui doit être réparé de telle ou de telle manière. Il nous faut avoir des structures, non seulement des formations, mais aussi des cadres de travail. Pourquoi nous ne pouvons pas avoir un hôpital médico-légal, une unité médico-légale ou des unités médico-légales partout qui sont financées régulièrement et suffisamment? Si
ce colloque et nos différentes interventions peuvent permettre d'interpeller les autorités, j'ose espérer qu'il y en a ici, ou qu'elles sont venues avant ou qu'elles vont venir après, pour que demain, il y ait des institutions légales soutenues par le gouvernement avec les moyens réguliers et suffisants et qui forment un diplôme, on donne un diplôme légal reconnu, de sorte qu'on peut avoir la certitude que ceux que l'on appelle à l'expertise sont des gens qui sont formés, sont des gens qui ont la compétence scientifique, et donc on peut avoir la certitude de la preuve médico-légale, même si, in fine, le juge va l'apprécier selon son intime conviction. J'ai dit et je vous remercie. Merci bien, professeur. Il y a des gens que l'on peut former dans la spécialité médecine légale, mais il y a beaucoup de médecins qui doivent avoir des notions de médecine légale pour pouvoir aider la justice. Parce qu'il n'y a pas que Kinshasa, le pays est grand, notre pays est aux dimensions sous-continentales, donc il faut former le plus possible de médecins légistes. Comme le problème de formation se pose, la MONUSCO est à même de nous aider, plutôt d'aider l'État à activer la formation des médecins dans cette discipline qui est complexe. Là, vous faites allusion au financement? Pardon? Là, vous faites allusion à toute formation nécessite un financement. Rien que l'organisation de ce colloque, ça demandait des moyens. Donc il y a beaucoup de partenaires des Nations Unies qui ont contribué. Celui-ci en prenant tel aspect, l'autre tel aspect, et ainsi de suite. C'est de cela dont nous avons besoin, parce que l'État ne peut pas tout faire dans la situation actuelle. Et la médecine légale, je crois aussi, a besoin de laboratoires. Je pense que vous y pensez? Quand on dit organisation, on dit infrastructure. Quand on dit infrastructure, il faut des équipements, du matériel. Vous pouvez avoir des infrastructures, vous pouvez avoir du matériel, mais si vous n'êtes pas formé, vous ne saurez pas à quoi sert cet instrument, à quoi sert ce matériel. Donc, ce qui est important, bien entendu, il faut un cadre de formation, d'où les infrastructures sont nécessaires. Pour former, il faut leur expliquer comment on procède, par exemple, pour une nécropsie, ce que vous appelez autopsie. Il faut procéder comme ça, mais avec quel instrument? Comment on appelle cet instrument? Ainsi de suite. C'est donc l'ABCD du métier que l'on doit enseigner. Donc les trois volets vont ensemble. Formation, d'abord institutionnalisation de la médecine légale, c'est-à-dire qu'on travaille, on pose des actes de médecine légale dans un cadre qui n'est pas légalisé, dans un cadre qui n'existe pas. C'est ce qui explique les dérapages qu'il y a. Parce que n'importe qui, une fois qu'il est requis, il se prend pour un médecin légiste. Et quand il fait son travail, il le bâcle. Et les avocats contestent cela. Donc il faut une contre-expertise. C'est à ce moment-là qu'on vient nous chercher. Et nous qui avons la formation, tout de suite on va voir là où le confrère n'a pas fait le travail correctement et on explique au magistrat. Mais si ceux à qui la justice fait appel pour faire ce genre de travail sont formés, on va éviter ce genre de situation. Vous voyez, donc il faut commencer par institutionnaliser la médecine légale, c'est-à-dire donner un cadre légal de fonctionnement, qui fait quoi et ainsi de suite. Et de un, lorsqu'on institutionnalise, certains articles du Code pénal et du Code de procédure pénale seront révisités de façon à les adapter à la pratique de la médecine légale. Par exemple maintenant, l'article 48 de notre Code de procédure pénale n'est pas précis. Et il dit « Toute personne qui en est légalement requise par un juge, par un officier du ministère public ou par un juge, est tenue de prêter son ministère en tant que traducteur, expert ou médecin. » Mais on ne précise pas. Lorsqu'on aura formé les gens, n'importe quel médecin ne pourra pas être requis. Cet article va compléter en tant que médecin formé en médecine légale. Ça va
complètement changer la donne, ce qui n'est pas le cas maintenant. But que le professeur a expliqué, il m'a été donné de m'exprimer sur la médecine légale clinique, qui se distingue de la médecine légale thanatologique, c'est-à-dire celle qui s'occupe du cadavre. La médecine légale clinique, elle s'occupe des personnes vivantes. Elle recherche les stigmates sur le corps pour que celle-ci constitue la preuve des dommages causés au corps. Donc c'est la médecine appliquée au droit, plus précisément au droit judiciaire, pour éclairer les juges sur l'étendue et la réalité des dommages qui auraient pu être causés au corps, soit par des violences sexuelles, soit par des mutilations, soit par un accident de travail, etc. Ça, c'est grosso modo la médecine légale clinique. Ben, comme je vais le dire tout à l'heure, j'interviens dans quelques minutes, il y a des textes qui prévoient des actes de médecine légale clinique, mais c'est de manière éparse. Il faut donc une structuration, une mise en place d'une école appropriée, il faut un financement, il faut des structures. C'est pour ça que nous sommes là. Nous sommes venus contribuer à la visibilité de cette profession de médecin légiste qui est très importante. Vous avez vu, moi j'étais effrayé quand j'ai vu que plusieurs personnes touchaient les véhicules et que l'on évacuait le véhicule là où il y avait le corps de notre frère Okende. Mais j'étais effrayé parce que je me suis dit, mais est-ce qu'il y a la police scientifique là-bas? Parce que c'est une scène de crime. Est-ce qu'elle est protégée? Et puis, bon, j'ai vu qu'il avait du sang sur sa chemise, mais je n'ai pas vu du sang autour du véhicule. Je me suis demandé, est-ce qu'il a été tué dans le véhicule ou en dehors du véhicule? Et il y a la police scientifique, il y a la balistique qui intervient, mais il y a aussi le légiste qui peut notamment dire à quelle heure il est mort, de quoi il est mort, quelles sont les blessures, et que signifient ces blessures, et ils l'ont atteint à quel endroit. Eh bien, le ministre de l'Information a parlé d'une enquête indépendante, internationale. Il faut y associer des légistes et des pénalistes qui vont faire des choses de manière indépendante. Déjà, maintenant, nous nous demandons si on n'a pas brouillé les pistes. Parce qu'on a touché à la scène du crime, tout le monde y a touché, mais ben, les traces peuvent disparaître. Voilà.